Ah bah voilà, en superbe timing, Caroline. On D'ailleurs. vient de se connecter, donc on arrive enfin grâce à la technologie. Alors on a des firewalls qui bloquent un peu sur certaines entreprises, comme c'est le cas à la Caisse d'épargne, l'accès à Livestorm. Bah Caroline est repartie, mais du coup on arrive quand même à se connecter, on arrive à être présent pour ce webinar aujourd'hui dédié au conseil pour bien travailler ses relations avec ses investisseurs et ses banquiers post-crise en tant que société qui recherche des fonds. On va essayer de reconnecter Caroline en même temps. Donc, je vais essayer en même temps. Et en attendant, je propose que Thibaut, tu puisses te présenter. Ouais, Tu es VC chez Seventure et puis tu peux nous dire un peu ce que vous faites et comment vous travaillez. bien sûr, avec grand plaisir. Euh, Écoutez, déjà, bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, pour vous présenter brièvement Venture et qui on est, ce qu'on fait. Donc, nous, Venture, on est une société de gestion en capital risque, une société de gestion qui a été créée il y a plus de 20 ans maintenant, puisque la société a été fondée en 97. On est une société de gestion et c'est un point important qui est dans le giron en fait du groupe BPCE, puisqu'on est une filiale de Natixis, la banque d'investissement du groupe. Alors, le truc qui n'est pas forcément simple à comprendre, c'est qu'on n'est pas du tout un corporate venture. Tous les investisseurs et toutes les équipes d'investissement ici chez C-Venture prennent leurs décisions en toute autonomie. Et en fait, il faut vraiment voir C-Venture Partners comme une ligne de métier finalement parmi tous les métiers que peut compter Natixis et BPCE. Donc voilà, c'est une petite précision qui, je pense, est importante. Si je continue sur C-Venture au global, aujourd'hui, on va gérer à peu près 750 millions d'euros. On va répartir cet argent en fait sur deux grands domaines d'investissement. Le premier domaine d'investissement, ça va être tout ce qui est sciences de la vie. Et le deuxième domaine d'investissement, ça va être tout ce qui sont les technologies digitales. L'idée, Super. c'est qu'en fait, derrière, on est organisé sous ces deux grands domaines d'investissement, on est organisé en véhicules d'investissement qui vont avoir des thématiques et des spécialités par véhicule. Typiquement, côté sciences de la vie, on va avoir un véhicule qui va être très orienté sur la santé et le microbiome. On va avoir un véhicule sur la santé animale. On va avoir un véhicule sur le sport et le bien-être. On peut aussi avoir un véhicule qui va être centré sur l'amorçage et la deep tech. Et enfin, le dernier véhicule, et c'est celui dont moi je fais partie, c'est tout ce qui est technologie digitale et plus particulièrement l'édition de logiciels et ce qu'on appelle les services internet. Ça, c'est pour la présentation globale de C-Venture. Après, on est des investisseurs early stage, c'est-à-dire qu'on va être très focus sur ce qui est seed, série A, série B, grosso modo. Super, ça va être très intéressant pour les participantes et les participants. Je pense qu'il y en a beaucoup dans les inscrits qui sont plutôt site Série A et en recherche de financement. Et dans les questions qu'on va aborder, c'est comment aborder ces investisseurs et financer sa boîte early stage avec la crise qu'on a vécue et qu'on est encore en train de vivre. Donc vous êtes véritablement un VC. Ouais. Il y a malheureusement le firewall ou je ne sais quoi de Caroline qui bloque son accès, sa vidéo saute un peu. Mais dès qu'elle vient, on va pouvoir présenter aussi Caisse d'épargne et l'activité Néo Business. On va tout de suite un peu rentrer dans le vif du sujet et puis Caroline rentrera par la suite. Quel a été voilà les gros enseignements de la crise pour vous chez Seventure? Est-ce que ça a changé véritablement le métier que vous faites et l'approche que vous avez des entrepreneurs? Alors, c'est une très bonne question et justement peut-être pour rentrer un peu dans le dur et dans le sujet du webinaire, il est très intéressant, mais il va être aussi assez compliqué et assez complexe à détailler parce que finalement, deux choses l'une. La première, c'est on parle de post-crise. Maintenant, on pourrait déjà débattre, je pense, de savoir si la crise est vraiment derrière nous ou si elle n'est pas plutôt aussi devant nous. Donc ça va être des choses qu'il va falloir avoir en tête par rapport à tout ce que je vais détailler par la suite. Et deuxième chose qui est importante, c'est que finalement, je vais essayer de généraliser tout un tas de concepts, mais moi, je fais un métier qui est en fait la somme des cas particuliers. Donc, ça va être des fois, je vais dire des choses qui vont peut-être malheureusement pas être complètement raccord avec les gens qui peuvent nous suivre sur le webinaire. Donc voilà, je vais m'en excuser. Je vais essayer de vraiment généraliser les concepts et être le plus général possible.
malgré tout, ce ne sera pas la vérité et ce sera peut-être pas votre cas, vous, ce sera peut-être, voilà, il y aura peut-être des différences. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte. Et donc, pour repartir sur ta question, est-ce que ça a changé notre manière de travailler aujourd'hui? Clairement, non. Aujourd'hui, ce qu'il faut d'abord peut-être comprendre, c'est quelle est la fonction du capital risque. La fonction du capital risque, finalement, c'est de financer des entreprises très jeunes avec un atout technologique et un potentiel de croissance qui est extrêmement fort. Attaché à ce potentiel de croissance extrêmement fort, avoir une prise de risque qui est extrême aussi. C'est un couple rendement-risque qu'on retrouvera dans tous les actifs financiers. Donc, par définition, si on se dit que la fonction du capital risque, c'est de financer cette typologie de société-là, les critères d'investissement qu'on va utiliser et qu'on utilisait hier sont toujours les mêmes aujourd'hui. Et si je suis un peu concret, typiquement, les agrégats qu'on regarde quand on regarde une startup, vous les connaissez sans doute aussi parce que vous en avez déjà entendu parler, mais il va y avoir l'équipe, il va y avoir le marché, il va y avoir la traction, il va y avoir les barrières à l'entrée. Tous ces agrégats-là et tous ces éléments d'analyse-là qu'on regarde aujourd'hui quand on va regarder une société. Maintenant, ce qui va peut-être changer, et ce qui va tellement changer aussi dans le futur, on ne l'a pas encore observé aujourd'hui parce qu'on est quand même dans une industrie qui a une certaine inertie. Hein. Il faut comprendre que moi, les boîtes que je vois aujourd'hui, elles ont été créées il y a 18, 24, 36 mois. Donc, ce ne sont pas non plus des sociétés qui sont créées pendant la crise. Et donc, ce que je veux dire, c'est que par rapport aux agrégats que j'étais en train de mentionner, équipe, marché, traction, barrière à l'entrée, on va peut-être avoir une sensibilité différente, effectivement, par rapport à ces agrégats. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir besoin de peut-être un peu moins de traction, mais une efficience du capital, c'est-à-dire de l'argent investi de manière un peu plus saine, quelque part, toujours avec une croissance peut-être un peu moins forte que ce qu'on pourrait attendre, mais quand même toujours en croissance. Est-ce qu'on va avoir besoin d'un marché toujours aussi large? Est-ce qu'on aura besoin de toujours beaucoup de barrières à l'entrée avant de se décider? Ça, ce rapport à ces différents facteurs-là, il va probablement être modifié et ça va être comment ça va se faire? Ça va être par le jeu des comparaisons. C'est-à-dire que tous les investisseurs en VC et notamment en early stage, ce qu'ils font toute la journée, c'est regarder des boîtes et ils les comparent les unes avec les autres pour se dire celle-ci, elle sort du lot, celle-ci, elle sort pas du lot. Au fur et à mesure qu'on va observer dans le temps, au fur et à mesure où on verra que les équipes sont peut-être de plus en plus résilientes, sont peut-être de plus en plus cash efficient pour faire du bon franglais, peut-être que c'est vers ce genre de métriques-là qu'on sera plus rassuré et qu'on se dirigera pour jauger de la pertinence ou non d'une opportunité d'investissement. Adrien, on va dire tu m'entends, Adrien? Oui, je t'entends, oui, on te voit aller, on t'entend. Je suis régulièrement coupée, en fait, parce que vous avez mis mes deux adresses. Et donc, on va enlever l'autre adresse. L'adresse perso, parce que sinon, il me dit que je suis connectée sur les deux. Pardon, excusez-moi d'avoir interrompu, mais je voulais que au moins on arrêtera de devoir partir et puis on pourra enfin faire la connaissance pour le webinar. Donc là, c'est ce que j'ai fait, donc j'espère que ça ne va pas sauter. Du coup, puisque tu arrives, Caroline, est-ce que tu peux te présenter l'activité Néo Business Caisse d'Épargne? Merci. Comment vous travaillez avec eux? Merci Adrien de nous accueillir. Alors en effet, je m'appelle Caroline Henriot-Sauveur, je représente l'agence innovation de la Caisse d'Épargne Rhône-Alpes, puisque j'en ai pris la direction il y a maintenant 5 ans. Mais je représente aussi l'ensemble de la filière Néo Business, qui est la filière d'accompagnement et de financement des sociétés innovantes de l'ensemble des caisses d'épargne. Et donc, en quelques chiffres, pour que vous ayez quand même quelques repères aussi, la filière Néo Business, c'est, je dirais, une cinquantaine à peu près de référents dans chaque région, sur l'ensemble du territoire national, qui sont répartis dans les centres d'affaires. C'est plus de 1000 entreprises accompagnées. Ça, c'est pour la vision un peu macro de la filière Néo Business. Si je raisonne maintenant plus sur la business unit que je dirige, puisque l'agence innovation, c'est une structure bancaire, en fait, c'est une business unit qui accompagne les sociétés innovantes en région Rhône-Alpes, au titre de la Caisse d'Épargne Rhône-Alpes. Pour vous donner aussi quelques chiffres, la Caisse d'Épargne Rhône-Alpes en innovation, c'est 150 entreprises accompagnées, c'est à peu près 82-85 millions d'euros de financement. Pour faire le lien avec Thibaut sur la partie equity, c'est plus de 750 millions d'euros levés sur les entreprises que nous accompagnons. Et c'est une équipe dédiée dont le job est au quotidien d'accompagner les entreprises de notre territoire. On en parlera plus en détail après. Et ce qui est important de savoir, c'est que l'ensemble de ces financements, que ce soit ceux de nos investisseurs,
et d'ailleurs aussi des investisseurs dans lesquels on est souscripteur en région, plus les investissements publics, c'est un levier quand même de quasiment bancaire, BPI, plus ce que font les investisseurs, c'est quasiment un levier d'1 milliard, 1,5 milliard, 2 milliards de capitaux drainés pour nos entreprises innovantes en région à l'échelle de mon fonds de commerce. Ouais, donc c'est quand même C'est très important, très significatif. D'ailleurs, je pense que tu peux le mentionner, mais vous sortez d'une période quand même très active Oui. du côté de la filière innovation et de l'accompagnement des entreprises, en particulier dans leur financement. Est-ce que ça a changé un peu la stratégie aussi de la banque et de Neo Business dans le concept d'accompagner encore plus d'entrepreneurs, de les suivre encore plus, de les analyser encore mieux peut-être sur la partie financière? Alors oui, tu as raison, on a vécu tous une crise inattendue et hors du commun, hein. Pendant cette crise, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les banques ont mené, on va dire, 3 actions majeures. La première, vous en avez tous entendu parler, il s'agit des prêts garantis par l'État que nous avons mis en œuvre pour nos clients pendant la période. Il y a eu aussi, il ne faut pas l'oublier, le report des échéances de prêts, parce que pour le coup, ça a été aussi une des mesures de soutien que les caisses d'épargne et le groupe BPCE dans son ensemble a mis en œuvre. Et puis, il y a eu aussi tout cet accompagnement de l'écosystème. Et là, enfin, est-ce que nous menons ensemble aujourd'hui, hein, quelque part, qui était de rassurer déjà nos entrepreneurs pour leur dire qu'on était à leur côté, de passer les messages qui étaient changeants, hein, du jour de la veille au lendemain, on avait quand même des nouvelles sur les dispositifs qui changeaient, qui évoluaient. Donc, ça a été une période très particulière. Et j'ai envie de te dire, d'abord, il y a ce qui n'a pas changé. Parce que finalement, ce qui ne change pas, c'est que les caisses d'épargne et la filière néo-business ont la même artillerie, les mêmes ingénieries qu'auparavant en matière d'accompagnement, que ce soit sur le Fonds européen d'investissement. Et on est même en train de déployer la version FEI Covid, si je peux la labelliser comme ça, pour accompagner aussi et compléter les dispositifs nationaux. Ça n'a pas changé. Nos équipes sont en place et ont été à pied d'œuvre en tant que banquier de l'économie, enfin en tant que médecin de l'économie quelque part plutôt sur le front. Et ça ne change pas. Par contre, ce qui change, j'ai envie de te dire, c'est que ce qui sera regardé davantage dans les prochains mois, c'est en effet la vision de cash. C'est déjà un curseur de référence à la base dans les sociétés innovantes. Mais là, j'ai envie de te dire, on a besoin d'avoir encore plus de rassurance et de vision, parce que les PGE que nous avons mis en place, en l'occurrence, ont vocation soit à être remboursés, soit à être transformés en dette. Il y a un autre sujet, un autre point de vigilance, c'est l'ampleur de cette dette au sortir de la crise, et donc du potentiel de ce qu'on pourra faire après avec nos dirigeants dans une vision plus prospective. Et puis après, si je vais plus sur la vision de l'entrepreneur, c'était aussi ta question, qu'est-ce qu'on va attendre des hommes et des femmes qui entreprennent? C'est d'abord d'avoir testé leur résilience pendant la période. Ils ont quand même été éprouvés et ça nous donne quand même des marqueurs forts, leur capacité à résister à une crise, quelle qu'elle soit. C'est leur capacité à se comporter comme ils le font en général avec transparence, en nous communiquant l'évolution et la reprise de l'activité. Et puis, j'ai envie de dire, toujours dans cette logique d'écosystème, de savoir comment ils vont continuer à être accompagnés de façon globale, à la fois par les banques, mais aussi par les investisseurs. Et ça fera le lien pour Thibaut avec la partie valorisation, sur lesquelles nous, banquiers, nous n'avons pas la main, mais dont nous sommes aussi dépendants, puisque ça conditionne le niveau d'equity qui est aussi ensuite attribué. Ouais, et du coup, on le voit parce qu'on discutait juste avant. Caroline, je crois qu'on a perdu notre animateur, parce que j'ai un message comme quoi sa connexion Internet a été perdue. Moi, je l'entends très bien. Ouais, mais je parle d'Adrien. Je crois que… Eh bien, moi, ce que je te propose, c'est justement de faire un peu le lien avec ce que je viens de dire et de repartir sur les valorisations. Voilà. Sur le sujet de la valorisation, je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens, beaucoup de passion autour de ce sujet-là, et c'est totalement compréhensible. On a récupéré Adrien. Sur la valorisation, enfin le sujet de la valorisation qui est important pour revenir après sur les autres sujets, mais vas-y avec plaisir, Thibaut. Alors, pour donner la réponse brève, oui, je pense que dans les mois à venir, les valorisations sur les startups vont se dégonfler petit à petit.
Alors, ça va pas être brutal parce que, encore une fois, dans ce métier-là et dans cette industrie-là, rien n'est jamais très brutal. Il y a beaucoup d'inertie. Maintenant, c'est sûr que si on regarde finalement les grands facteurs qui jouent sur les valorisations, il va y avoir les chiffres des sociétés, très clairement. Si les chiffres sont moins bons, moins performants, moins exceptionnels, ça motivera forcément moins les investisseurs à payer des prix et à payer des premiums pour entrer dans les sociétés. Il va y avoir un deuxième sujet aussi, c'est les investisseurs eux-mêmes. Est-ce qu'ils vont pas être plus enclins à faire des tours un peu plus modestes par rapport à des gros tours et à des grosses levées de fonds qu'on a vues et qu'on a pu voir jusqu'à présent, se dire que peut-être qu'il faut resizer un peu les tours de table, histoire que le cash, encore une fois, et ça fait écho à ce que disait Caroline, soit utilisé de la manière la plus efficiente possible. Et mécaniquement, si on diminue un peu les tours de table, on va pouvoir diminuer aussi les valorisations. Et enfin, le dernier sujet, c'est est-ce que demain, il va pas quand même y avoir quelques investisseurs qui sont venus sur le marché ces dernières années et qui vont se retirer peu à peu, parce que finalement, la classe d'actifs, elle est aussi risquée qu'on le prétend. Et en fait, on investissait de l'argent dans les startups parce que c'était quelque chose qui était très vogue, mais avec un retournement de marché, il y a peut-être d'autres sujets un peu plus intéressants à les faire, avec en tout cas une prise de risque un peu plus modérée. Donc, si on combine ces trois facteurs, c'est sûr qu'il va y avoir des valorisations. On va probablement observer une baisse des valorisations dans les mois / années peut-être à venir. À contrario, tu sais, les valeurs tech sont plutôt des valeurs qui performent aujourd'hui sur les marchés. Tout à fait. Alors, oui, bien sûr. Et donc, ça me permet d'enchaîner sur exactement le contre-exemple de tout ce que j'étais en train de raconter. C'est ça qui est magique dans ce milieu-là. Il faut savoir qu'il y a des startups typiquement aujourd'hui qui, grâce à la crise, ont tiré parti de manière phénoménale de justement de tout ce qui. À l'inverse, il y en a qui ont eu beaucoup plus de difficultés, notamment toutes celles qui ont un lien avec le monde physique. Typiquement événementiel, tourisme. Ça a été un peu dur pour ce type de start-up-là. Par contre, si on regarde des start-up qui étaient purement digitales et qui même avaient une proposition de valeur qui était totalement orientée vers le digital, on peut penser mécaniquement à des sujets de e-learning, par exemple, mais aussi des sujets, typiquement, nous, on a un exemple dans le portefeuille de transfert d'argent qui se fait 100% en ligne, comparé au transfert d'argent qui se fait dans les cash bureaux. En fait, cette start-up-là, elle a vu ses usages croître de manière phénoménale puisque les cash bureaux étant fermés, les gens se sont déportés sur les solutions 100% digitales. Ouais, et évidemment, pour en revenir et pour faire le lien avec le sujet de la valorisation, ces sociétés-là qui ont su surperformer pendant un contexte de crise et a fortiori un contexte de crise assez monumental, ces sociétés-là vont continuer à être très bien valorisées et les investisseurs vont chercher à investir dans ce type de société-là. Celle-là ne dépend pas de valorisation. Tu peux aussi éventuellement, parce que c'est aussi une des particularités de ces ventures, mais c'est aussi un sujet que nous regardons en tant que banquiers, considérer que les modèles économiques avec des revenus récurrents, des modèles SaaS, seront sans doute moins sensibles, plus faciles à piloter aussi et à suivre pour un investisseur, je pense. Oui, exactement. Alors de base et par nature, les investisseurs comme nous aiment bien justement tous les modèles économiques avec de la récurrence, parce qu'effectivement, c'est plus prévisible, plus prédictible dans le temps. Et donc c'est quelque chose que les investisseurs adorent. Maintenant, le sujet, c'est que un business qui a un business model récurrent, le jour où le client vient churner, ça va être extrêmement compliqué d'aller le récupérer. Et donc, un peu le contre-coup ou la contrepartie d'avoir un business modèle économique très très fort et très très stable quand tout va bien. Si jamais tout va mal et que les gens commencent à fermer boutique, on est moins dans le stop and go finalement, on arrête l'activité, on la reprend quand ça va repartir. Si je souscris à un service logiciel, une fois que je churn, c'est le mot franglais qu'on utilise, c'est qu'il y avait une raison, c'est-à-dire que on n'avait pas tant besoin de ça que ce service, il n'était pas essentiel à notre fonctionnement, on payait trop cher. Il peut y avoir tout un tas de raisons qui fait qu'on n'y reviendra pas à ce service-là. Et donc ça, c'est la contrepartie du business model où quand on ne churne pas et quand on engrange des clients, finalement, les couches de revenus s'empilent et on continue à faire de la croissance de manière extrêmement prédictible et de manière extrêmement forte. Par contre, le jour où la dynamique est cassée, ça peut être très, très, très compliqué de se retourner et de reprendre.
C'est la différence entre un produit ou un service qui est dans la catégorie de nice to have, comme disent les investisseurs, entre nice to have et must have. Et la question que doivent se poser justement les fondatrices et fondateurs, c'est est-ce que mon projet est suffisamment un must have pour ma catégorie de clients pour éviter un effet justement de sécurité, notamment en B2B, disant ah non, moi je vais me désinscrire de ce SaaS, il n'est pas vital pour mon activité. Et là, c'est ces entreprises-là qui sont impactées en plus de celles dans les secteurs dont tu as mentionné, hospitality, travel, etc. Si on revient juste un tout petit peu en arrière sur, donc c'est super intéressant sur tout l'aspect valorisation et analyse des dossiers. Si on devait un peu résumer ce que vous avez dit, il y a à la fois une analyse de l'équipe fondatrice, la résilience, on a parlé un peu du comportement pendant la crise. Il y a peut-être le profil aussi des entrepreneurs qui doit être un peu à la fois visionnaire et entrepreneur, c'est ce qu'on leur demande, mais aussi bon gestionnaire. Et ça, c'est aussi le côté que j'aimerais parler aussi du côté l'analyse bancaire des entrepreneurs et des dossiers que vous recevez. Et après, il y a une analyse, le disait Thibaut en introduction, une analyse plus fine et plus approfondie des fondamentaux des entreprises pour dire on va attendre que les entreprises aient des indicateurs de performance et des fondamentaux plus solides, un marché plus gros, un business récurrent plus important qu'on le faisait par le passé. Et puis après, il y a la lecture marché. Je résume un petit peu ce qu'on a dit sur la partie valorisation, où là, soit les entrepreneurs vont lever autant d'argent mais en se diluant plus, soit vont lever moins d'argent, parce que on le voit alors aussi. De façon phasée peut-être. De façon phasée, puisque bon, le métier du venture, c'est un métier de levée successive et un métier de syndication. Donc il y a quand même ce côté de levée successive. Il y aura peut-être des couches intermédiaires un peu plus importantes, notamment des entrepreneurs qui vont lever des tours de BSAR ou d'obligations convertibles un peu moins élevés, un peu plus raisonnables, on va dire, ou plus focus sur l'accès aux clients pour ensuite aller vers des levées successives. Après, je voudrais rassurer parce qu'il y a une question dans le chat et j'ai quelqu'un qui me fait signe. La réponse, en tout cas, l'intéresse. Ils aimeraient sans doute avoir un peu de… Là, on a parlé tout à l'heure des modèles à revenus récurrents et tout ça, mais je pense qu'il y a un vrai questionnement sur le volet deep tech, qui est un volet qui, vous le savez, d'abord, est stratégique, mais deux, est très consommateur de temps et de cash, puisque les temps d'accès au marché sont souvent longs et le rôle des investisseurs est majeur. Moi, j'ai envie de vous dire, pour le coup, le monde n'a pas changé sur ces items-là. Je pense qu'il y aura des segments de marché prioritaires attachés à peut-être à des visions stratégiques. Là, en ce moment, on est dans les volets énergétiques, les volets santé, l'autonomie. Enfin, il pourrait y avoir plein d'autres sujets très spécifiques avec des niches sur lesquelles je pense qu'il n'y aura pas trop de sujets de financement, même si nos investisseurs seront peut-être tentés de séquencer, mais ils le faisaient déjà avant la bataille. Il y avait des milestones pour contrôler les points d'évolution des projets. Côté banque, je ne pense pas non plus qu'il y ait de changement fondamental. On restera sur ce que tu disais, Adrien. On va chercher une équipe solide, on va chercher l'innovation qui se protège ou qui présente des barrières à l'entrée fortes. On restera sur des sujets où tout ce qui va sortir de nos labos publics, privés, va être prioritaire dans peut-être dans nos approches ou dans notre sélectivité quelque part de projets, parce qu'il y aura une valeur d'actif derrière. D'accord ? Mais je pense qu'il ne faut pas être inquiet. Je suis assez d'accord avec ce que disait Thibaut. Le monde de l'investissement est un monde qui, c'est vrai, va agir comme tout un chacun avec prudence parce qu'on manque tous de visibilité. Mais il y a beaucoup de liquidités. Il y a énormément aussi de cash à investir avec des temps. Un fonds, il a X années pour investir. Il a un scénario pour déployer son cash. Donc, il ne va pas, sous prétexte qu'il y a une Covid, ne rien faire pendant les 3 prochaines années. C'est pas possible. Donc, je pense que pour la génération des startups deep tech, il y a matière à faire. Et notamment avec les caisses d'épargne et la filière néo-business, vous trouverez toujours le meilleur accueil. Maintenant, les exigences seront les mêmes qu'avant. Et si on peut parler justement des exigences dont vous avez commencé à parler sur le niveau d'endettement, puisque beaucoup d'entre eux, on est en train d'ailleurs avec Eldorado une étude complète sur quelle banque a prêté combien, etc. Non pas pour faire un classement, mais pour voir un peu le niveau d'endettement global de l'écosystème. On travaille avec la BPI pour ça.
L'important de savoir c'est que les entreprises se sont endettées dans l'écosystème de l'innovation tech ou autre. Et du coup, si on peut rappeler d'abord Alexandra sur, voilà, j'ai contracté un PGE entre le 1er avril et le 1er juillet. On a jusqu'au 31/12 pour contracter des PGE. Dans quelles conditions je vais devoir pouvoir le rembourser? Si on peut le rappeler, je pense que les auditeurs et auditrices, c'est super. Et ensuite, peut-être dire comment vous anticipez l'analyse de ces entrepreneurs à l'aune de financement, d'accompagnement ou d'investissement pour ces ventures. Je vais commencer par la banque, puis je pense que Thibaut, tu pourras compléter la vision investisseur parce qu'elle sera sans doute liée en fait. On ne pourra pas décorréler la dette du haut de bilan et le haut de bilan de la dette, de toute façon. On parlait de Valo tout à l'heure, mais pas que. D'accord? Donc, simplement, je pense que pour rappeler déjà les règles du jeu du PGE, le PGE, c'est une dette court terme au démarrage. Vous contractez une dette qui a vocation à vous aider à passer un cap. Mais il y a eu quand même beaucoup d'effets d'opportunité par rapport aux conditions de marché, par rapport à l'incertitude globale quand même qui animait l'ensemble de nos entreprises. Donc, vous avez contracté un niveau de dette, je le dis globalement, qui est significatif. Moi, je vais vous parler pour les 150 entreprises que j'accompagne. J'ai doublé mon encours. C'est quand même pas rien, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Que là, on est en juillet maintenant 2020. Vous pourrez potentiellement encore avoir accès au PGE jusqu'au 31 décembre, mais dans la vraie vie, je pense que le gros de la vague, les 80-20 sont passés. Ça, c'est juste un retour d'expérience par rapport au fonds de commerce que je gère. Mais donc ça, je pense que il y aura pas de vague 2, sauf Covid bis, un truc qu'on n'aurait pas imaginé. Donc quand même un peu de réserve, mais on va pas le souhaiter. En tout cas, on l'imagine pas de la même façon. Par contre, à partir du mois de novembre-décembre, vous allez tous vous retrouver à l'aube de sortir vos bilans de l'année. Vous allez tous vous retrouver avec vos investisseurs, vos CA qui se déroulent pour voir quelle est la roadmap 2021-2022. Quelles seront donc les prochaines étapes de développement business, de développement techno, j'aurais peut-être même pu le dire dans l'autre sens, et donc par extension de ce que vous allez faire de cet argent que vous avez récupéré au titre du PGE, comment vous allez l'utiliser. Là, il va falloir se poser la question, qu'est-ce que je fais de ce PGE? Est-ce que j'ai intérêt? Et là, vous aurez à peu près à M-2, M-3 avant la date de souscription. Donc, si on est en juin, imaginons que vous avez le PGE en juin, 3 mois avant juin 2021, donc janvier, février, mars, en gros, vous allez devoir prendre position avec votre partenaire bancaire ou vos partenaires bancaires pour décider de la mise en amortissement total ou partiel ou du remboursement total ou partiel de cette ligne. Donc, il va falloir vraiment, à mon avis, entre janvier et mars, vous poser sur les sujets, partager en toute transparence la situation avec vos partenaires bancaires et vos investisseurs, parce que la décision sera conjointe, quelque part, et prendre les bonnes décisions pour que la physionomie du bilan vous permette d'avoir encore des leviers derrière pour répondre à ta deuxième question, Adrien, c'est qu'est-ce qu'on fera après avoir souscrit tous ces PGE, pour retrouver de la marge de manœuvre, il faudra que vous remboursiez. Soit vous remboursez tout de suite, soit vous prenez le temps de le rembourser, mais dans tous les cas, une dette, elle a vocation à être remboursée. Voilà. Oui, bien sûr. Mais le montant de cette dette, quelque part, est encore inconnu. C'est ça qui est important de le dire aussi aux entrepreneurs. Il faut être très agile. Pour pouvoir, au début d'année prochaine, et ce sera quoi? Ce sera une négociation, puisque tu parles d'un aller-retour avec son chargé bancaire, en fait, et sa chargée bancaire. Je pense que, alors on n'a pas tous les tenants et aboutissants en matière de conditions aussi, c'est un point que tu pourrais me soumettre. Aujourd'hui, les banques ont commercialisé le PGE à prix coûtant, donc à 0,25, grosso modo, avec des modes différents, mais peu ou prou pareil. Quand on va rentrer en phase, on va se dire je rembourse tout de suite, ou je rembourse sur 2, 3, 4, 5 ans, qui est la durée maximum d'étalement de cette dette. Il va se poser la question de, au-delà de à combien je paye mon crédit, vraisemblablement à des conditions de marché, donc ne soyez pas inquiets sur ce point-là. Mais par contre, une fois que j'ai intégré cette dette en moyen terme, comment va-t-elle être appréhendée par mes investisseurs, par mes acquéreurs potentiels,
par mes partenaires, par mes banquiers évidemment, pour m'accompagner dans la suite de l'aventure. Donc, c'est là qu'il va falloir trouver le bon curseur et d'avoir une discussion bilatérale avec vos partenaires bancaires. Et quand vous êtes client de la caisse d'épargne, pour dire, OK, quelle est la stratégie? Qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr. Pour moi, c'est janvier-mars dans le calendrier. Donc, ça a anticipé à cette période-là pour les entrepreneurs. Du côté du coup investisseur, là, entre maintenant et janvier-mars, voire même l'année prochaine, vous allez recevoir, j'espère, beaucoup de bons dossiers. Mais cette lecture de la dette, comment vous comptez un peu l'appréhender? C'est une excellente question, hein, parce que on va dire que historiquement, finalement, les startups étaient relativement peu endettées, parce que de toute façon, c'était pas forcément la cible idoine et idéale pour prêter de l'argent. Une boîte qui, par construction, c'est pas vers là où on se dirige quand on veut prêter de l'argent de base. Donc, ça n'a jamais été trop un sujet pour nous, l'endettement des startups, parce que finalement, il a toujours été relativement contenu. C'était un peu de dette chez BPI, un peu de dette chez des banques commerciales qui faisaient fort de participer à l'innovation et qui donc prêtaient aussi un peu d'argent, mais dans des montants qui étaient toujours très, très sains, j'ai envie de dire. Donc, ça n'a jamais été trop un sujet. Aujourd'hui, par contre, effectivement, avec les PGE qui ont été alloués aux startups, une question qui va se poser chez les investisseurs quand ils vont voir un bilan avec, j'en sais rien, j'ai un exemple, mais 2-3 millions d'emprunts bancaires et on vient faire une levée de 3 à 4 millions d'euros. Typiquement, ça veut dire qu'il va y avoir une partie de l'equity qui va être injectée par les investisseurs qui va être utilisée pour rembourser de la dette bancaire. Or, il faut quand même être très clair. Le mandat des fonds de capital risque, c'est absolument pas de recapitaliser des sociétés en mal de fonds propres. Le mandat des fonds de capital risque, c'est d'investir dans la croissance des entreprises et donc de leur permettre de se développer, d'acquérir des nouveaux clients au moyen de dépenses marketing et commerciales, d'embauche. Voilà, c'est ça notre sujet. Et donc, c'est sûr que si on voit arriver tout un tas de sociétés, de startups avec des bilans assez pourvus en dette bancaire et qu'en face, ils demandent une levée de fonds, ils veulent réaliser une levée de fonds où on se dit qu'il va y avoir, ne serait-ce que 10, 15, 20, 25% du montant de la levée de fonds qui va partir finalement dans le remboursement de la dette bancaire, ça va être un sujet de discussion, très clairement, entre les entrepreneurs et les investisseurs. Jusqu'à présent, ça n'a jamais été un sujet. Je pense que ça va en devenir un et justement dans le rouage des PGE qui ont été accordés, c'est pas une critique ou une charge contre les PGE, pas du tout, hein, mais c'est juste que ça vient modifier aussi les règles du jeu à ce moment-là. Au moment de, il faut faire une levée de fonds, on est plus endetté que prévu. Comment l'investisseur va regarder ce sujet d'endettement bancaire? Après, Alexis avait une question, Alexis Janin, il disait, ne peut-on pas espérer de la transformation de cette dette en quasi-fonds propres? Je te cache pas, Alexis, que ça va être compliqué quand même. Même si les banques se mobilisent toutes, même tu le sais, BPI met en œuvre des outils haut de bilan, mais j'ai envie de te dire que on ne pourra pas transformer ces montants-là en quasi-fonds propres. Je ne pense pas. Peut-être qu'il y aura des ingénieries dossées sur les dossiers les plus emblématiques. Peut-être qu'il y aura des logiques attachées aux sociétés cotées aussi, qui pourraient être un retravail de la dette, de la restructuration, mais je n'imagine pas, tu connais grosso modo notre fonds de commerce, on transforme 1 million d'euros en 1 million de dossiers ou autre. Ça, je n'y crois pas trop. Enfin, on n'en parle pas encore en tout cas. Mais même dans la lecture de la BPI, elle va pas lire ces endettements bancaires comme du quasi-fonds propre qui peut les permettre de faire un effet de levier sur d'autres financements pour financer l'innovation. Le but de ces PGE et de cet endettement a été quand même de sauvegarder un maximum l'activité commune et l'emploi, et non pas de financer des plans d'innovation. Après, là où je pense qu'on peut rajouter sur ce que dit Thibaut, c'est ce que peuvent attendre des investisseurs, c'est de voir que des entrepreneurs ont mis cet argent au travail. Ça veut dire que c'est forcément corrélé la contraction de ces emprunts avec une baisse des coûts fixes, une optimisation des dépenses globales. Pour aller dans un business peut-être plus lent, qui va repartir plus lentement. Et d'ailleurs, justement, on était beaucoup dans l'hypercroissance et les chiffres exponentiels. C'est sur cet aspect-là, la lecture va être un petit peu différente aussi des projets de start-up où on était vraiment dans
on va lever tant d'argent pour recruter tant de personnes, peut-être que tous les ratios vont être un petit peu ramenés vers le bas de toute façon. Je pense qu'on aura des formules un peu plus patientes, sans doute, même si, comme je disais tout à l'heure, toutes les entreprises innovantes ne nous amènent pas à une lecture d'hypercroissance parce que il y a vraiment des étapes à franchir de maturité, des étapes de marché. Et combien de fois, y compris avec nos amis investisseurs, on vit ces moments de pivot avec vous où finalement l'histoire ne se passe jamais comme on avait prévu. Le scénario d'attaque du marché, vous l'avez repositionné 3 fois sur les 6 derniers mois parce que c'était pas tout à fait la bonne stratégie. Et on vit ça déjà avec vous. Donc ça, j'ai envie de vous dire que dans le monde d'après, on sera sans doute un petit peu plus exigeant dans la documentation peut-être, vérifier un petit peu quand même certains critères sur lesquels on était un petit peu plus à l'aise auparavant. Mais je ne pense pas que ça change fondamentalement les règles du jeu. En tout cas, moi, dans ma lecture, ce qu'il faut avoir en tête, par contre, je pense en effet qu'il va falloir quand même trouver la façon, comme tu l'as dit, de faire bien travailler l'argent et que l'argent de ces PGE puisse être vraiment ventilé comme il le faut, géré avec contingence quelque part pendant cette période pour se retrouver en 2021, en mars 2021, avec le choix, enfin avec des choix. Bien sûr. Peut-être là-dessus, ouais, côté investisseur, en fait, je pense qu'il faut vraiment distinguer finalement aussi les étapes de maturité des sociétés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, typiquement, une société qui est en démarrage, en phase d'amorçage, cette société-là, je n'ai pas trop de crainte pour elle aujourd'hui parce que finalement, plus le bateau est petit, plus il est manœuvrable, plus il est pilotable. Et donc, une société, alors je ne vais pas tomber dans la caricature, mais finalement, si on a un sujet où il n'y a que 2-3 personnes dans la société, quelques développeurs, cash burn, c'est facilement pilotable, c'est assez facile de se dire je peux couper tel coup, ça me donne déjà tout de suite plus de visibilité, peut-être que je peux aller plus facilement à la rentabilité. Si je prends l'autre côté du spectre, des sociétés beaucoup plus matures, beaucoup plus grosses, plutôt au stade série B, série C, celle-là, effectivement, je pense que les investisseurs qui vont regarder ces types de sociétés-là vont vouloir être beaucoup plus intransigeants et précis sur la robustesse du modèle économique, sur est-ce qu'il est vraiment éprouvé, est-ce que les marchés sont bien balisés, est-ce que les canaux d'acquisition sont bien connus, est-ce qu'on connaît la pertinence et la performance de ces canaux d'acquisition. Il va y avoir probablement un resserrement un peu d'écrou sur ces sujets-là parce que effectivement, une société qui fait 10, 15, 20 millions d'embarqués, si demain il faut qu'elle fasse un 180 degrés, ça se fait pas en un claquement de doigts. Maintenant, je pense que les gens sont déjà, quand on est à ce stade-là, on a aussi le temps et la capacité de voir venir. Pour moi, le stade le plus problématique aujourd'hui par rapport à ce sujet de est-ce qu'on vise la croissance, l'hypercroissance, ou est-ce qu'on va vraiment essayer de gérer en bon père de famille, si vous me passez l'expression, sa société, ça va être le stade finalement un peu intermédiaire qui aujourd'hui est l'early stage, la série A typiquement, où on est à un stade où on a démontré qu'on avait un produit qui intéressait un marché parce qu'on a déjà des revenus. Maintenant, nos revenus sont encore pas hyper conséquents et on n'est pas sûr qu'on va être capable de capter tout un marché. Et là, la question de est-ce que je vais essayer de vraiment cranter mon marché et donc d'investir de manière un peu agressive pour vraiment réussir à développer ma société sur un modèle un peu d'hypercroissance, ou est-ce que au contraire, je vais plutôt m'orienter sur un chemin, comme disait Caroline, un peu plus patient, mais aussi un peu moins risqué, tout à fait envisageable, mais en prenant ce chemin-là, risque aussi chez les investisseurs de dire ah bah non, votre sujet n'est pas suffisamment attractif pour nous. Ouais, c'est pas assez sexy. C'est pas avec nous qu'il faut discuter. Donc ça va être un savant mélange et ça va être très subtil pour les entrepreneurs qui arrivent à ce stade-là de la série A où il va falloir faire un choix sur le chemin à prendre et ce choix qui était peut-être aujourd'hui assez simple à faire parce que les capitaux étaient en abondance et les investisseurs étaient très friands de ce stade-là et avaient envie d'investir à ce stade-là. Peut-être qu'ils vont regarder de manière un peu plus dure les sociétés et les entrepreneurs vont devoir choisir un chemin et ça va être quelque chose, c'est un travail d'introspection à faire quelque part. Mais voilà, ça va peut-être pas être aussi simple que ça pouvait l'être il y a encore quelques mois de lever sa série A aujourd'hui. Et puis, on va être aussi dans des postures où on l'a fait d'ailleurs de façon un peu
instinctive pendant la crise, on va prioriser quand même dans nos fonds de commerce l'accompagnement de nos entreprises innovantes qui nous consomment beaucoup parce que dans les périodes les plus compliquées, on multiplie les échanges. Même si aujourd'hui on est dans des modes très agiles au sein des caisses d'épargne en termes de communication et d'outils, il y a un suivi rapproché à avoir, un suivi mensuel. On a posé, nous, banquiers, des indicateurs très qualitatifs dans l'accompagnement de la sortie de crise, avec, au même titre que nos investisseurs, des petits drapeaux pour chacun, quelque part, chaque segment de marché, chaque secteur, chaque entreprise a une couleur. Est-ce qu'elle est jaune? Est-ce qu'elle est verte? Est-ce qu'elle est orange? En fonction de sa sensibilité. Et je crois qu'il va falloir penser que vos partenaires bancaires et les caisses d'épargne en particulier vont être très proches de leurs clients, en prendre soin. Et nos investisseurs, de la même façon, l'ont fait dans la gestion de leur portefeuille. Leur premier réflexe a été de faire le bilan complet de leur participation et de les aider. Voilà. Complètement. On a une bonne question d'ailleurs qui fait écho de Maurice Homs. Maurice qui est le correspondant national startup auprès de la Banque de France, donc qui a aussi organisé un webinaire avec nous, d'ailleurs qui organise un très bon webinaire. Maurice, je te laisse remettre le lien dans le chat sur le sujet bancaire en particulier. On a cette question, est-ce que la dette va avoir un impact sur les valorisations selon vous? J'ai envie de dire oui, mais Thibaut, tu pourras compléter, mais c'est ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, évidemment. Mais à quel moment vous allez appréhender ça? C'est au moment de la négo de la valo pour… Voilà. Ouais, alors, pour essayer d'être le plus concret possible, alors j'ai pas encore eu le cas, j'ai pas encore fait le cas non plus, donc je peux pas vous garantir à 100% que c'est comme ça que ça va se passer. Mais aujourd'hui, typiquement, quand nous, on fait une valorisation d'une société, on parle toujours en valeur des titres et pas en valeur d'entreprise. Donc, si je valorise, je prends un exemple, une société 15 millions d'euros, les titres valent 15 millions d'euros. Demain, si jamais il y a vraiment plus de cash dans la société, une dette de 3 millions, je vais peut-être dire, en fait, la valeur des titres, ça va être 12 millions d'euros. Avec les 3 dettes, ça fait une valeur d'entreprise de 15 millions d'euros. Et donc, pour l'équipe d'entrepreneurs, une valeur des titres à 12 millions d'euros ou une valeur des titres à 15 millions d'euros, ça baisse la valo intrinsèquement. Donc, c'est peut-être ce qui va se passer. Honnêtement, c'est pas la pratique aujourd'hui dans le venture. On parle toujours en valeur des titres quand on valorise une société. Il n'y a pas de notion de valeur d'entreprise. C'est plutôt réservé à des stades beaucoup plus développés. Mais c'était aussi parce que il n'y avait pas beaucoup, et je reviens sur ce que je disais, il n'y avait pas beaucoup d'endettement bancaire sur les startups. Donc c'était presque un non-sujet pour nous. Demain, une société qui a plus de cash et qui a un bilan de 3 millions, mais qui a quand même du potentiel, qu'on a quand même envie de faire, on va peut-être ajuster un peu la valo et ça va être un mécanisme assez naturel et ça pourrait très bien se passer comme ça. C'est pour ça qu'il faudra réfléchir là, sur la première partie de l'année 2021 en fonction des éléments de conjoncture, en fonction de la situation de chaque entreprise, de se dire, bon, ok, cette dette PGE, est-ce que j'ai intérêt à la mettre en moyen terme ou pas? Si oui, dans quelle proportion? Sinon, comment j'en sors? J'en sors dans une logique concertée avec mes investisseurs, parce que bien souvent, de toute façon, ça décide aussi en board. C'est pas une décision unilatérale du dirigeant lorsqu'il a des investisseurs, en tout cas actifs. Et trouver avec votre partenaire, avec aussi les investisseurs publics, avec le crédit impôt recherche, des mannes de trésorerie qui vous permettront de dire, ok, je me désendette en partie, autant que je peux et dans des conditions raisonnables, pour revenir à des ratios qui n'amènent plus ou qui amène moins ce type de discussion. Ça répond à la question. Ça coupe un petit peu de… Ouais, ça répond à ta question, Alexandre, on a un petit décalage. Est-ce qu'il y a des… Alors, du côté, on a une question de Natixis, donc c'est votre maison aussi de Vincent. Est-ce que vous allez écarter d'office certains secteurs ou à contrario des secteurs que vous privilégiez? Du côté bancaire, c'est intéressant. La thèse de financement va-t-elle évoluer à ce niveau-là? Alors, sachez, côté bancaire, en tout cas, que la filière néo-business et donc l'ensemble des caisses d'épargne accompagnent tous les secteurs d'activité. Aussi bien le retail tech, la fintech, la biotech, la medtech, la microélectronique, l'énergie, l'industrie. On ne se censure pas ni dans une dimension d'innovation technologique, ni dans une dimension d'usage. Ça, c'est un premier sujet. Et ça, les règles du jeu, elles ne changeront pas après la bataille Covid, j'ai envie de dire. Mais il est évident, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure,
qu'on va sans doute privilégier les entrepreneurs qui vont être un peu malins, au sens positif du terme, en tout cas agiles, en saisissant des fenêtres, soit sur des modèles économiques qui sont plus faciles à financer, soit sur des logiques sectorielles, en effet, qui sont porteuses. J'ai envie de vous dire, est-ce que l'urologie aura le même appétit que l'infectiologie dans un monde où on recherche des vaccins? Est-ce que un modèle d'aide à la personne ou de gestion des gens à distance en e-santé, qui était un modèle compliqué à financer parfois avant la crise Covid-19, ne va pas avoir un meilleur accueil parce que ça permettra de gérer des choses qu'on n'imaginait pas à notre porte avant qu'on vive ce confinement? Est-ce qu'on va... Je ne pense pas qu'il y ait des segments sacrifiés. Il y a aussi des tendances de fond, tout ce qui est green tech, clean tech, qui sont quand même des tendances auxquelles on a tous envie, en tout cas, d'aller, vers lesquelles on a tous envie de tendre. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de logique sectorielle. Par contre, il est évident que si vous développez une innovation typiquement dans le domaine de l'automotive, par exemple, enfin de l'automobile ou de l'industrie aéronautique, ça va aussi attirer notre attention, même si le marché est largement perturbé et qu'il est très probable que les grands équipementiers, les grands opérateurs, les grands donneurs d'ordre soient moins enclins à financer la R&D de façon aussi puissante avec des moins 40 de chiffre d'affaires, quoi. Donc, je crois qu'il va falloir vraiment être dans l'échange, expliquer comment on fait, pourquoi on le fait, qu'est-ce qui est différenciant. Mais encore une fois, ça, c'était déjà le monde d'avant. Mais ce monde d'avant, il va juste être un tout petit peu plus exigeant pour vérifier ce qu'on décide tous ensemble. Moi, je pense que c'est assez pragmatique. Super. Parmi la thèse d'investissement, tu en as parlé, Thibaut. Toi, il y a des secteurs que vous regardez un petit peu plus. C'est toujours une question un peu récurrente. Est-ce que je suis dans le bon secteur ou pas? Et en revanche, des secteurs que vous discriminez. Alors, nous, alors, je parlais un peu de tous les véhicules d'investissement en introduction qu'il y avait chez C-Venture. Je vais plus parler sur celui que je connais le mieux parce que c'est celui que je gère, qui sont les technologies digitales. Nous, on investit finalement dans tout ce qui est modèle digital, donc édition de logiciels et ce qu'on appelle service Internet. Donc, finalement, tout service qui peut émerger et qui peut exister grâce à un accès Internet, pour nous, ça rentre dans la case des modèles digitaux et on est capable de regarder ces sujets-là. Après, pour répondre en termes de secteur, nous, on a par deux secteurs privilégiés pour la fintech et la retail tech. Maintenant, on a un vue généraliste, c'est-à-dire qu'on ne va pas se structurer sur les sujets. C'est-à-dire que si on voit passer un dossier qui nous paraît très bien dans un secteur qui n'est pas retail tech ou fintech, on ne va pas se priver l'opportunité de le faire. Donc, il n'y aura pas de secteur censuré à proprement parler. Après, bien évidemment, il faut quand même être conscient des réalités. Et si vous avez une société, un dossier qui est dans un secteur qui a été durement touché par tout ce qui s'est passé, notre grille de lecture va forcément être durcie. Et donc, on va être beaucoup plus exigeant et on va vous demander beaucoup plus d'éléments factuels pour vous démontrer que vous restez une très très bonne opportunité et que vous êtes quelque chose qu'on doit faire, un dossier qu'on doit faire, par rapport à un dossier qui serait dans un secteur qui a mécaniquement bénéficié de tout ce qui s'est passé et qui aura beaucoup moins de mal finalement à nous convaincre de la pertinence et de la résilience de ce modèle. Donc c'est voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête quand vous contactez les investisseurs et quand vous contactez le groupe. On a une dernière question sur un sujet qui est important d'ouverture des investissements et des financements, sur la place des femmes dans l'écosystème et le chiffre toujours très faible de 2%. Nous, donc, si vous regardez dans Eldorado, on fait un suivi mensuel des levées de fonds, très détaillé. Et dans les détails, depuis cette année, on met le nombre de femmes CEO ou cofondatrices qui font partie des levées de fonds du mois précédent. Et le chiffre du mois dernier est monté quand même à presque 10%. Donc, la tendance, la courbe s'inverse ou s'équilibre. Mais est-ce que vous, à la fois chez C-Venture et puis surtout les investisseurs que vous pouvez voir ou banquiers que vous pouvez voir autour, vous sentez qu'il y a un effet d'analyse qui rend plus équitable les dossiers, voire qui favorise les dossiers portés par des femmes entrepreneurs ou d'autres minorités d'ailleurs? Alors, j'ai envie d'être en plus je suis bien placée pour vous le dire parce que on travaille sur tous ces sujets
pour inviter nos femmes chefs d'entreprise à prendre les rênes, y compris sur de la deep tech. La remarque que je ferai, c'est que globalement, la statistique, je vais raisonner sur le portefeuille de la région Rhône-Alpes, mais c'est aussi vrai globalement dans l'ensemble de la filière néo-business. On n'est pas au-delà de 10%, ou rarement au-delà de 10% de nombre de femmes dirigeantes de nos sociétés innovantes. Ça, c'est un premier constat. Alexandra peut-être me corrigerait, mais je crois que c'est à peu près ça. Donc, on est malheureusement assez pauvre finalement en projets portés par des femmes. Et on se faisait le même constat lorsqu'on faisait passer les jurys de sélection chez Pulsalis au niveau de la SAT. Malheureusement, j'ai vu passer pendant les 2-3 mois, j'ai vu passer 15 dossiers. L'ensemble des dossiers que j'ai vus étaient portés par des hommes. Donc, il y a une volonté, il y a l'envie de porter ces projets, mais il y a une réalité, c'est que nos femmes sont malheureusement moins audacieuses pour l'instant. Donc, il faut les inviter à passer ces caps-là. Et même chez nos investisseurs, je sais qu'ils ont ils ont les mêmes attentes que nous, parce que la mixité, c'est ça qui fait la performance. C'est démontré statistiquement. Pour autant, c'est quand même une réalité que je ne peux pas malheureusement vous partager pour l'instant. Ouais, malheureusement, je ne peux pas aller dans le contresens de Caroline. Ce qui se passe, alors pour répondre à la question très simplement, non, on ne se met pas de contraintes chiffrées il faut qu'on finance tant de pourcents de femmes, tant de pourcents d'hommes. La raison, honnêtement, elle est très simple. Enfin, le métier, trouver déjà une start-up qui en vaut le coup, qui en vaut la chandelle et sur laquelle on a une énorme conviction et on a envie d'y aller, c'est déjà très, très compliqué. Alors, si on se rajoute des critères supplémentaires de type il faut avoir au minimum une femme dans l'équipe de cofondateurs ou qui soit CEO, à la fin, il y a un sujet de deal flow, c'est ce que disait Caroline. Nous, sur les 1000 dossiers qu'on reçoit par an, je ne sais pas si honnêtement, je pourrais vérifier, mais je ne suis pas à 10% de sociétés dans lesquelles il y a une femme dans l'équipe dirigeante. La bonne nouvelle et le bon sujet, c'est qu'il y a une énorme prise de conscience, je pense, aujourd'hui, et Caroline parlait des initiatives qui étaient mises en place. La courbe, elle va s'inverser, elle va s'équilibrer parce que oui, je pense qu'il y a quelques années, c'était pas un sujet pour les femmes d'entreprendre. Je pense que ça le devient de plus en plus. Et naturellement, on va arriver vers des équipes totalement mixtes avec beaucoup plus de femmes entrepreneurs. Et je suis sûr que les statistiques qu'on voit aujourd'hui qui disent que les investisseurs et les VC ne financent pas suffisamment les femmes vont rapidement s'effacer parce que s'il y a l'offre, la demande va suivre et inversement. Le monde des VC se féminise d'ailleurs aussi, là où il était oui, beaucoup. masculin. Alors, juste pour la petite précision, moi, ma boss et la CEO de C-Venture, c'est une femme. Donc, nous, c'est pas un sujet finalement de financer femmes ou hommes. Nous, c'est financer des excellents projets et portés par des femmes, portés par des hommes. Si c'est la mixité, comme le disait Caroline, c'est encore mieux parce qu'on démontrer que la performance venait de la diversité et de la mixité. Donc après voilà, on va pas se censurer s'il y a une opportunité qui est géniale, 100% d'hommes dans l'équipe fondatrice, ça va pas être un bloqueur. Je vais pas vous mentir parce que ce serait se couper un bras ou se scier la branche sur laquelle on est assis. Donc, il faut plus de femmes ingénieurs en fait. C'est à l'école que ça se passe, Adrien. Ouais, c'est très tôt. C'est plus tôt que ce qu'on pense. C'est un bon mot. Pour terminer, comment on peut vous contacter respectivement si on veut vous poser des questions ou rentrer en contact avec vous? Bien, par le canal, soit Caisse d'épargne, sur la filière néo-business, vous avez le nom de tous les référents néo-business sur votre territoire, donc tous mes homologues en fait. Pour ma part, Adrien, on peut tout à fait communiquer nos coordonnées mail. J'ai vu qu'il y avait une question sur les green tech et clean tech. Ah oui, voilà. Je viens de l'avoir. Donc, soit on peut y répondre maintenant, soit éventuellement, je peux répondre à Guillaume s'il le souhaite en aparté. À toi de juger, Adrien, en fonction du taille. Non, on peut répondre à tout le monde, toujours bien. Quel fonds aurait envie ou tiendrait à aller pour soutenir des green tech, clean tech? Alors, j'ai envie de dire, on a la chance d'avoir dans le groupe Caisse d'épargne de nombreux investissements dans des fonds, au même titre qu'on le fait avec C-Venture, qui est un fonds partenaire du groupe BPCE, dans lequel les banques populaires et les caisses d'épargne souscrivent. On a à peu près 156 millions de lignes investies dans des fonds. Donc, j'ai envie de dire, Guillaume, vous pouvez trouver
des fonds venture, c'est-à-dire d'amorçage, hein, qui ont donc vocation à accompagner des projets innovants dans votre territoire, je ne sais pas où vous êtes, qui ont cette focale green tech ou clean tech. Il n'y a pas forcément une liste à l'après-vert, mais je suis sûre que si vous contactez votre référent néo-business ou même Thibaut pourrait peut-être faire le relais côté Venture, vous trouverez forcément la réponse à votre besoin. Super. Et du côté de Thibaut, comment on peut rentrer en contact avec toi? On peut même laisser vos… Super simple. Moi, c'est thibaut.loferron@cventure.fr. Je peux l'écrire dans le chat. Ouais, si on… Et puis comme ça, c'est très sympa d'être accessible pour tous les entrepreneurs, eux et les entrepreneurs qui nous ont écoutés aujourd'hui. La vidéo sera disponible en replay, donc vous pouvez la partager allègrement à vos camarades entrepreneurs et de l'écosystème. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, Caroline et Thibaut, et à remercier à tout le monde pour leur présence aujourd'hui. Merci à toi, Adrien, et passez un bel été et ne soyez pas stressés. On fera tous notre job à vos côtés à la rentrée comme on l'a fait pendant la période. C'est un bon message. Merci à tous. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir.